Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on vous retrouve, mon cher Thomas, pour la suite de ce rendez-vous avec cette fois Osez investir, le programme ce matin. Eh bien, je vais vous parler de vos économies, mon cher Maxime, qui doivent dormir sur un livret A. Bonne ou mauvaise idée. C'est mal vous connaître. Eh bien, on va en parler dans un instant. Et comment bien préparer sa succession? À quel âge doit-on s'en préoccuper? Est-ce si compliqué que cela? Virgile Delporte, président et cofondateur de Testamento, pionnier du testament en ligne, est sur notre plateau pour nous répondre à toutes ces questions. Et nous sommes également avec Olivier Malteste, notre expert en marché financier, avec lequel nous allons revenir sur le rôle des agences de notation pour mieux comprendre d'ailleurs comment la note de la France a été abaissée. Eco-Réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et pour commencer ce matin, mon cher Thomas, cette séquence d'Osez investir, on entend partout que l'argent des Français, je cite, dort sur le livret A. C'est même un sujet extrêmement polémique et extrêmement enflammable en France. Pourquoi cette expression? Parce que le livret A, Maxime, c'est un peu comme un matelas en fait. C'est un placement qui nous permet de dormir les yeux fermés car il rassure, il est simple, il est garanti par l'État et il est disponible à tout moment. Alors résultat, plus de 56 millions des Français en ont un. Mais l'autre face de la médaille, c'est que l'argent ne travaille pas beaucoup. Depuis le 1er août, le taux est tombé à 1,70% et sur 10 000 euros par exemple, ça fait à peine 170 euros d'intérêt par an. C'est vrai que c'est quand même tout sauf considérable, surtout qu'il y a l'inflation quand même qui continue d'être présente dans notre pays. Ça change quoi? L'inflation en France tourne autour de 1%. Donc vos 170 euros d'intérêt ne suffisent pas vraiment à compenser la perte de valeur de l'argent. Prenons un autre exemple, au plafond du livret A, soit 22 950 euros. Vous gagnez 390 euros à peu près par an. Mais avant la baisse du taux, c'était 551 euros. En un an, vous perdez donc plus de 160 euros de revenus. Donc en réalité, on croit protéger son épargne, mais elle perd petit à petit de sa puissance, de sa force. Oui, c'est un peu le problème de l'inflation accessoirement, mais le livret A doit rester une tirelire de précaution, l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes, mais au-delà, il faut diversifier, assurance vie, immobilier, placement diversifié. Sinon, c'est comme laisser sa voiture au garage, elle reste intacte, on ne prend pas de risque, mais elle ne sert pas à grand-chose, mon cher Maxime. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et en ce dimanche matin, Thomas, nous sommes avec Virgile Delporte. C'est le président et le cofondateur de Testamento, qui est le pionnier du testament en ligne, et ce depuis 2018. Bonjour Virgile Delporte. Bonjour Thomas. Virgile Delporte, préparer sa succession, tout le monde l'a toujours un peu en tête. En France, tout le monde veut s'en préoccuper et pour autant on reporte toujours ça un peu au lendemain. Donc peu de Français le font. Selon plusieurs études d'ailleurs, environ 60% n'ont rien prévu. C'est quoi votre constat? C'est le même. Au-delà des chiffres. Au-delà des chiffres. On a probablement plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est un tabou. Ouais. Culturellement, ici, en France, c'est un vrai sujet. Dans d'autres pays, ça ne l'est pas du tout. Quand vous dites c'est un tabou par rapport au fait de organiser sa succession ou c'est par rapport à la mort? Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Probablement, en premier lieu, la mort. Oui. Dans nos civilisations occidentales, effectivement, c'est un vrai sujet. Moins de 15% des Français ont déjà rédigé un testament. Je ne veux pas dire c'est nul, mais c'est insignifiant. C'est insignifiant et de la même façon, on est très en retard par rapport aux anglo-saxons où c'est 50%. Donc on a un grand retard et tout simplement, il faut faire des choses pour ça. On y œuvre depuis bientôt 12 ans, nous, de notre côté, avec Testamento. Alors on a tous en tête certaines successions qui sont mal passées. Je pense à la famille Hallyday, je pense à la famille Delon qui défraye encore un peu la chronique. Quelles sont les conséquences, Virgile Delporte, d'une succession non préparée ou mal préparée? Parce qu'il y a les deux aussi. Alors je pense que tous ceux qui ont vécu dans leur entourage un décès, et je pense que ça nous est arrivé à tous, d'un parent, d'un grand-parent, on sait déjà que c'est des moments assez tendus. Et donc le premier impact, il est, je trouve, psychologique. On vit un moment difficile et des sujets d'argent, de répartition du capital, ça exacerbe des tensions familiales dont on se passerait bien si c'était bien préparé. Je pense que c'est vraiment le point principal, d'avoir bien préparé les choses. Alors la bonne préparation vient d'une bonne pédagogie, on va s'y intéresser maintenant. Quels sont les principaux outils juridiques et fiscaux qu'on a de disposition pour organiser notre succession ?
Alors nous, on distingue deux choses principales. La première, c'est le testament. C'est par ça qu'on a commencé. On s'appelle Testamento parce qu'on a digitalisé le testament. On l'a rendu digital et plus facile à faire. Et puis le deuxième, c'est la clause bénéficiaire. Pour la clause bénéficiaire, on va y venir. C'est probablement les deux grands outils. Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a la préparation. Nous, ce qu'on fait avec Testamento depuis longtemps aussi, c'est la gestion des volontés. On parlait de la sensibilité à des choses de type qu'est-ce que voulait papa, qu'est-ce que voulait ma sœur au moment du décès, inhumation, crémation. Oui, c'est des vraies questions, effectivement. Vraies questions. Et si ça n'a pas été exprimé par écrit, c'est compliqué. Alors avant d'arriver à la clause bénéficiaire sur laquelle on va s'intéresser un instant, il y a l'histoire des donations aussi quand même. C'est quelque chose qui peut être organisé, notre vivant, qui est perçu, vu et discuté avec les enfants, si je ne pense qu'à eux. Bien sûr. La donation, c'est un outil qui est très peu utilisé, trop peu. C'est une des raisons pour lesquelles j'en ai pas parlé. Fiscalement, c'est même intéressant. Fiscalement, il faut le faire. Il y a tous les 15 ans des abattements qui se renouvellent. Donc oui, c'est des choses à faire. De la même façon, il y a aussi ce rapport à l'adolescence. Est-ce qu'on veut, si on a un peu d'argent, est-ce qu'on veut confier de l'argent à des mineurs, dans quelles conditions, comment on peut protéger tout ça pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc ça s'organise et ça, on faut aller voir un notaire et des conseillers pour ça. Alors on est sur un Oser investir très pratique ce dimanche matin. J'ai beaucoup de questions à vous poser justement sur ce phénomène qu'est la clause bénéficiaire. Tout le monde en entend un peu parler de ça aussi, mais réellement, c'est quoi? Ça concerne qui? Ça fonctionne comment? Alors, on va commencer par la première des questions. C'est quoi cette fameuse clause bénéficiaire, Virgile Delporte? Alors, on a parlé un petit peu du testament. Le testament, ça permet de dire à qui vont nos actifs au moment où on décède. Donc, notre maison, notre argent sur nos comptes, c'est exactement. Tout ça, hein? On est d'accord. Voilà. Et donc, la clause bénéficiaire, c'est le pendant dans l'assurance vie, notamment. On pense en premier lieu à l'assurance vie. Donc, quand on a un contrat d'assurance vie, l'épargne préférée des Français, on a une clause bénéficiaire systématiquement. On en a aussi, et c'est moins connu encore, dans les contrats de prévoyance individuels, donc notamment quand on est chef d'entreprise, on a souvent où on doit avoir une prévoyance individuelle avec un capital d'essai si on décède. Il y a pour les salariés l'équivalent, la prévoyance collective. Puis après, il y a dans les contrats d'épargne retraite, les PER, il y a aussi des clauses bénéficiaires. Donc la clause bénéficiaire, c'est dire à qui vont les capitaux si on décède. C'est ça, c'est, comme on dirait dans le jargon, c'est fléché vers la personne concernée, les actifs, les avoirs que vous avez. Oui. Alors, en quoi c'est si important? Parce que j'allais dire que si je ne prépare rien, naturellement, il y a quand même des dispositions classiques qui vont se mettre en place. Alors oui, il y a des dispositions classiques et merci de me permettre d'évoquer ce que sont ces dispositions. Dans quasiment tous les contrats, que ce soit assurance vie, prévoyance et tous les autres que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a une clause standard qui va se mettre en œuvre, qui est la clause que tout le monde coche sans savoir ce que ça veut vraiment dire. C'est mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légaux. Donc oui, ça c'est le fléchage naturel. Le problème c'est que c'est pas forcément ce que vous voulez et c'est pas forcément en adéquation avec votre situation personnelle. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une différence à l'estimer, et c'est là-dessus qu'on va être un peu précis, entre une clause bénéficiaire standard, celle dont on vient de parler à l'instant, et celle qui peut être personnalisée, c'est-à-dire qui va nous permettre de décider vers qui précisément on oriente. Oui, chez Testamento, nous on se bat en fait contre la clause standard. Parce qu'en fait, la clause standard ne correspond plus du tout à nos standards de société. Tout simplement, quand on regarde, il y a une 50aine d'années, le foyer, c'était un couple avec X enfants. Et puis au moment où monsieur décédait en premier, c'est madame qui recevait. Et puis ensuite, l'ordre des choses, c'était aux enfants. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a des recompositions familiales. On a des parents d'âge différents. On a des couples qui sont non mariés, qui sont pacsés. Est-ce que le pacsé, il est intégré dans cette clause bénéficiaire? Pas toujours. Quand la clause est ancienne, on rappelle que le Pacs il a 20 ans. Donc il y a des formes d'union qui font que déjà, si on veut protéger les personnes, il faut vraiment s'y intéresser. Alors la clause bénéficiaire, j'ai une petite question comme ça, assez pratique. Elle est confidentielle ou elle doit être connue par les héritiers de mon vivant? Alors elle est confidentielle et ça c'est important. C'est important. Oui, c'est important et d'ailleurs. Il y a beaucoup d'applications à ça, mais je laisse, je sais que vous avez plusieurs questions à poser. Oui, et que se passe-t-il si le bénéficiaire désigné décède avant moi? Oui, alors dans ce cas-là, en fait, la première chose qu'il va falloir faire, si vous avez désigné quelqu'un qui est décédé, c'est de mettre à jour la clause. Il y a la possibilité d'appliquer une représentation à la clause bénéficiaire. Donc, c'est-à-dire que si s'il y a une personne qui est décédée, alors ça peut aller ses enfants, c'est ce qu'on appelle la représentation, ou alors ça revient dans la bassine du capital à transmettre. Et on peut définir une priorité sur les ayants droit?
Oui, on peut tout à fait avoir ce qu'on appelle des rangs, rang 1, rang 2, rang 3. Nous, chez Testamento, on voit des clauses avec 5, 6, 7 rangs des fois. Donc c'est si un tel n'est plus là, alors un tel, etc. Et par cascade. Et des associations aussi, on voit beaucoup d'associations fléchées dans nos outils. Alors, vous avez parlé du Pacs tout à l'heure, c'est intéressant, je voudrais rester un instant dessus. Comment on peut protéger un conjoint ou un partenaire pacsé sans léser les enfants ? Alors déjà, en fait, un conjoint, un partenaire pacsé, si on pense au conjoint au sens large, si on veut protéger la personne qu'on aime, faut d'abord penser à l'intégrer. Donc première chose. Oui, ensuite, parce que le Pacs, c'est pas un contrat de mariage, faut l'avoir toujours en tête. Hein. Et le pendant du testament qu'on évoquait en introduction, l'héritier, le pacsé n'est pas héritier du tout, et tout le monde, beaucoup l'ignorent. Donc quand on est en couple, on se dit il y en a même qui appellent ma femme leur partenaire de Pacs, mais en fait, elle n'existe même pas au sens civil, aucun lien patrimonial. J'ai une famille recomposée, je me mets dans un cas de figure. Comment je fais pour rédiger cette fameuse clause ? Parce que là, ça se complique un peu quand même. Ça se complique parce qu'effectivement, les enfants qu'on appelle du premier lit, dans le langage technique, des premières unions, peuvent être lésés en fonction de ce qu'on veut faire. Donc il faut vraiment se poser la question et justement faire des désignations nominatives pour arriver à bien distribuer ce capital équitablement ou pas en fonction de ce que l'on souhaite. Alors on a parlé beaucoup des personnes physiques, mais est-ce que je peux désigner en bénéficiaire de ma clause une personne morale ? J'entends par là une association, une fondation. C'est possible ? Oui, c'est possible et beaucoup l'ignorent. Les réseaux de distribution qui distribuent nos solutions technologiques le déploient de plus en plus et c'est 6% des clauses bénéficiaires qui passent chez Testamento qui sont à destination d'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique. Alors, si je veux modifier librement ma clause bénéficiaire, je peux le faire à n'importe quel moment et si oui, je dois m'y prendre comment ? Alors, c'est exactement la même chose que pour le testament. C'est le dernier papier, le dernier document qui fait foi. Vous pouvez le changer jusqu'à votre dernier souffle. Pas forcément recommandé, mais c'est possible. La forme, elle est vraiment très très ouverte. Vous pouvez écrire ça sur un bout de papier, comme vous pouvez le faire de façon très structurée avec votre assureur, avec votre conseiller en gestion de patrimoine. Avec votre notaire. Avec votre notaire, bien sûr. Vous le conseillez pas, vous, d'aller chez le notaire pour éviter toute polémique quand même, le moment venu ? En fait, le notaire, c'est un très bon conseil. Le point, c'est que justement, il va traiter la succession. Donc lui, il aura connaissance de l'ensemble des éléments et parfois il y a des choses discrètes à appliquer pendant la succession. Donc c'est évidemment une possibilité de travailler avec lui. Oui. Bon, tout ça pour se résumer, parce que ce sera ma dernière question. C'est complexe, on l'a dit, vous nous l'avez expliqué, donc ça nécessite quand même pas mal d'accompagnement. Oui, nous on a fait un sondage, 50% des gens qui veulent modifier leur clause ont besoin d'un conseil et les autres voudraient le faire en ligne. Donc nous on voit vraiment les deux types d'usages. En fonction de la complexité, il faut voir un conseiller et si c'est relativement simple et facile à opérer, on le traite seul sur son site internet. Merci Virgile Delporte. Merci beaucoup d'être passé du côté d'Oser Investir en ce dimanche matin. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur et le président de Testamento. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Pour terminer et pour conclure comme il faut ce dimanche matin, mon cher Thomas, nous sommes en compagnie d'Olivier Maltès. C'est notre expert en marché financier, le professeur de finance à Paris-Dauphine. Et vous allez, avec lui, nous parler de quoi ? Des agences de notation. Oui, parce que vous savez bien, Maxime, on en a parlé quand même depuis quelques semaines. Le 12 septembre dernier, d'ailleurs, l'agence de notation Fitch a abaissé la note de la dette française. Bon, Olivier, vous nous proposez ce matin de revenir dessus et de nous rappeler d'abord, parce que c'est bien de revenir aux fondamentaux, c'est quoi une agence de notation ? Eh bien Thomas, il y a déjà 3 grandes agences de notation dans le monde, S&P Global Rating, Moody's et Fitch. Et leur rôle est d'évaluer la qualité de crédit d'un émetteur ou d'un instrument et de donner leur opinion sur le risque de faillite. Ainsi, elles donnent une note sous forme de lettres AAA, AA+, A-, BB, assortie d'une perspective, positive, stable ou négative, et parfois même d'une mise sous surveillance. Alors cet avis, il le donne, est-ce qu'il est pour autant suivi ? Bah oui, on critique souvent les agences de notation pour leur réactivité tardive. Elles se sont d'ailleurs lourdement trompées à plusieurs reprises. Lors de la crise des subprimes en 2007-2008 par exemple, des milliers de produits initialement notés AAA, ce qui est la meilleure note, ont été dégradés en chaîne quand les défauts sont envolés. Et dans le cas de faillite, comme Enron ou Parmalat, les entreprises conservaient encore des bonnes notes quelques jours avant leur annonce de faillite. Mais malgré tout, leurs changements d'opinion sont toujours très regardés, oui. Alors la note de la France, on l'a dit, donnée par Fitch est donc passée de AA- à A+.
Bon, ça a eu un impact ou pas? Pratiquement aucun, non. Pourquoi? D'abord parce que la décision était largement anticipée et les problèmes liés à l'importance de la dette d'une part et à l'instabilité politique qui rend plus difficile le fait d'agir sur le budget sont connus évidemment de tous. Et puis les niveaux de rémunération, les niveaux de taux d'intérêt liés à la dette française ressemblaient déjà plus à des notes encore plus faibles comme triple B qu'à la note actuelle de la France. Donc autrement dit, pour la France, la note rattrape en partie le prix plutôt qu'elle ne le guide. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'en d'autres termes, globalement, on n'a pas plus portée d'intérêt aux résultats donnés par Fitch, ce qui veut dire que y a d'autres agences qui doivent d'ailleurs s'exprimer dans les prochaines semaines et mois. C'est pas très important ce qu'ils vont nous dire en définitive. Si, parce qu'en quelque sorte c'est les premiers à abaisser la note et si les autres suivaient, ça pourrait faire en sorte que certains acteurs seraient obligés de revendre parce qu'ils devraient respecter des nobles double A- et donc il faut quand même suivre. Et donc les prochaines dates, c'est 24 octobre pour Moody's et 28 novembre pour Standard & Poor's. Bon donc à suivre et on saura dans quelques semaines, quelques mois ce qui va se passer, mon cher Maxime. Et nous on suit parce qu'on suit l'actualité. Merci beaucoup, mon cher Thomas, pour ces deux rendez-vous et on vous retrouve dimanche prochain dans la matinale week-end, comme chaque dimanche. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.